Et il faudrait réfléchir à comment tu pourrais accepter la facette de toi qui peut-être garderait l'argent pour elle. Ouais. Bah, ce serait... Ouais, ce Comment serait... comment tu te perçois si je te dis ça? Bah... Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mais... J'ai pas... Le pire, c'est que j'ai pas vraiment de réponse. Rien ne me retient de garder de l'argent, si ce n'est mon désir de le dépenser, parce que... Mais quel escroc! Je vous ai dit que c'était une escroc, c'est une escroc, voilà. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets, des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Tu sais que tu es sans doute la personne qui m'a été le plus réclamée. Ça me saoule que ma réputation précède sur cette question-là. Vraiment. Dis donc à qui on pense qui sait vraiment pas gérer sa thune, qui a vraiment une grosse dooms en ce qui concerne le domaine budgétaire, bah c'est Kalindi, top. Ça me fout un peu le plomb parce que c'est tellement une lutte de chaque instant pour moi. C'est vrai. Tu règles là ou pas? Parce que je veux pas dire des trucs que tu règles pas. Je règle tout. Ça, je l'ai appris à l'école de Fabrice Florent, je sais pas si tu connais. Je sais pas, non, je connais pas. Il me disait, tu te tais avant de mettre play, enfin rec plutôt. Bien sûr que je rec. Kalindi, ouais. Bienvenue. Merci. Ah, c'est direct. Ah, mais moi j'y vais, hein. T'as que quoi? Je sais pas, je croyais que t'allais me raconter des petits trucs et tout. Ah ouais, direct. Bon, bah merci. Kalindi, donc ouais, on a travaillé ensemble pendant plusieurs années. T'étais chez Mademoiselle. Oui. C'est là qu'on s'est rencontrés. Oui. Et c'est vrai que tu avais une réputation d'une forme de gestion de ton argent qui était particulière. Vraiment? Je croyais que t'allais me demander ce que je faisais dans la vie. Enfin, mais je vais y venir. D'accord, ok. Oui. C'est d'autant plus intéressante que, à l'époque, t'étais salarié chez Mademoiselle. Mm-hmm. Et en fait, aujourd'hui, t'as démissionné, t'es parti. Et en fait, tu gagnes ton argent par toi-même. Et oui, moi-même, ça me paraît lunaire. Ça me paraît lunaire parce que moi, si tu veux, j'ai toujours travaillé déjà. C'est-à-dire que même quand j'étais étudiante, j'ai fait des études absolument horribles de traduction, d'interprétariat et plus tard de journaliste reporter d'image, ce qui me fait toujours rire aujourd'hui puisque je ne sais ni tenir une caméra ni monter. Et en fait, quelle arnaque. Quel escroc. C'est clair, je sais pas comment ils m'ont donné ce bout de papier qui disait vous pouvez faire ça de vos vies maintenant à la télévision. Heureusement, j'ai jamais fait ça à la télévision parce qu'on se serait vite rendu compte que j'étais une fraude. Mais en fait, même quand j'étais à l'école, quand j'étais étudiante et même avant d'être majeure, j'ai toujours travaillé. J'ai commencé par travailler chez Quick, où j'étais équipière. Donc là, j'ai vécu les pires mois de ma vie. Je me suis fait bolos par l'intégralité de l'entreprise. Tout le monde me détestait parce qu'une fois, j'ai parlé anglais et on s'est dit ça va la bourgeoise qui parle anglais? Et donc vraiment, j'étais catégorisée comme la bourgeoise qui parle anglais en fait. Et mon père, ce con, aussi un jour, il vient me chercher chez Quick avec un sac Tara Jarmon. Mon père ne me faisait
faisait jamais de cadeaux. Un jour, il me fait un cadeau, il m'offre une robe Tara Jarmon, il vient la porter chez Quick. Et vraiment, du coup, je suis passée pour la grosse bourgeasse qui porte des robes de Bourges et qui parle anglais, quoi. Donc, j'étais pas populaire, quoi. Pourquoi je te raconte ça, je sais plus. Donc d'abord j'ai commencé à bosser chez Quick et en fait parti, tout de suite en tout cas t'es parti. Je sens que t'es parti là. Bah, tu me cueilles à un moment donné où j'ai parlé toute la journée, donc en fait j'ai l'impression. Je te laisse partir. C'est un spectacle. Non mais je sors de 2 heures de podcast. Avant j'étais encore un autre truc. Après j'ai psy. Enfin là le mardi de toute façon. Et après j'ai théâtre. Bref, je pense que je vais vomir à la fin de la journée. C'est ce qui m'arrive quand j'ai souvent la nausée quand je parle trop. Bref. Ce qui doit vouloir dire quelque chose analytiquement, il faudrait que j'en parle à ma psy. Et donc, ouais, j'ai commencé par bosser chez Quick. Avant, j'avais été 1000 fois babysitter, j'ai donné des cours, etc. Et puis après, j'ai été vendeuse au Bon Marché, j'ai été vendeuse au... Comment ça s'appelle, aux Galeries Lafayette, au Printemps, etc. Donc j'ai toujours eu la culture de gagner de l'argent en dehors de juste le fait d'exister en tant qu'étudiante et tout. Ma mère m'a toujours dit, même quand j'étais adolescente, elle me disait, si tu veux partir en voyage avec tes copines, si tu veux machin et tout, il faut que tu puisses te payer la vie là-bas. Et comme moi, j'ai fait une petite crise à 17 ans quand j'ai eu mon bac et j'ai dit, je veux pas faire des études, je veux partir à l'étranger. Elle m'a dit, mais fais ce que tu veux, ma vieille, je m'en tape, mais tu payes. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours bossé à côté. Donc, je connais la valeur de l'argent. Je connais la valeur du travail. Je suis consciente que de ce que ça, des efforts que ça demande de gagner de l'argent. Ça ne veut pas dire que je sais le garder. Puisque moi, j'ai un concept, c'est sitôt que l'argent passe dans mes mains, il faut vite le jeter par la fenêtre. Par la fenêtre. Oui. Mais oui, parce que ça, tu vois, il y a l'expression l'argent te brûle les doigts. Ouais. Pour moi, c'est presque littéral, c'est-à-dire que d'en avoir dans mon portefeuille, ça me... Et je pense, si on veut rentrer directement dans le vif du sujet, tu vois, mais j'en parle beaucoup à ma psy, c'est vraiment une thématique extrêmement récurrente pour moi, le rapport à l'argent. Parce que ma psy me dit, le rapport à l'argent, c'est le rapport à votre mère. C'est que vous n'avez pas coupé les ponts avec votre mère. Et en fait, bah là, je vais dire un truc qui est aberrant et tes auditeurs qui ne me connaissent pas vont être dans l'aberration la plus totale. Pendant 30 ans, j'ai partagé une fenêtre internet de banque, je sais pas comment on appelle ça autrement, avec ma mère. C'est-à-dire que on a une page commune sur notre banque qui s'appelle la Banque Palatine, qui est vraiment la banque des riches. Nous, on n'est même pas riches, je sais pas pourquoi on est là. Et en fait, si tu veux, moi, je vois les dépenses de ma mère. Elle voit mes dépenses. Je vois combien elle gagne tout le temps, ce qu'elle dépense. Et elle voit inversement ce que je gagne et ce que je dépense. Ce qui nous a mis pendant des années dans un rapport ultra malsain. Parce que de fait, moi je me sentais espionnée, tu vois. Combien de fois ma mère elle m'appelle, elle me dit putain t'as encore pris un Uber en plein après-midi, qu'est-ce que tu fous, je peux pas prendre le bus comme tout le monde. Parce que ouais, j'aime pas les transports en commun et j'aime pas, voilà. Et je suis une grosse feignasse, donc souvent je prends des Uber, voilà, je mange au resto midi et soir, alors que j'ai pas les moyens, tu vois. Mais t'as besoin de cramer ta thune. Complètement. Voilà. J'ai besoin de le cramer, quoi. Et tu sais que c'est Christian Junot, là, il a écrit un bouquin et il y a différents profils. Et en fait, ce profil-là, ça s'appelle le repousseur. C'est-à-dire, l'argent, il faut que tu le jettes, quoi. Tu vois, tu peux pas le garder pour toi. Mais il te dit pourquoi, Christian Junot ? Ah bah oui, il y a plein de... Bah dis-moi pourquoi, Fabrice. Dis-moi pourquoi. C'est pas aussi simple que ça. On va en parler si tu veux. J'imagine, ouais. Mais bien sûr, ouais, il y a... En fait... Bah, ça me permet de pouvoir rebondir sur la première question que je pose à tout le monde. Si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Au premier abord, là, comme ça. Ça m'évoque l'angoisse. Ça m'évoque la peur, parce que ça cristallise toutes mes peurs, en fait. La peur de manquer. Moi, j'ai peur de manquer de nourriture, par exemple. Mais pour manger, faut avoir de l'argent. Donc, moi, j'ai peur de manquer de nourriture, j'ai peur de manquer d'argent, ce qui est paradoxal vu que je le dépense tout le temps. Pour manger, il faut avoir de la nourriture. Oui. Faut pas avoir de l'argent. Ouais, mais là, comment tu payes ta nourriture ? Avec de la thune ? Oui, mais en fait, pour moi, l'un des trucs qu'il faut réussir déjà à décrypter, c'est que, en fait, avant de ne plus avoir d'argent, tu as déjà la possibilité de pouvoir avoir de la nourriture chez quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Autour de toi. J'imagine que tu pourrais sans aucun problème vivre pendant des mois avec tes amis, aller bouffer à droite à gauche. C'est sûr. Et ma mère surtout. Et avant tout ta mère, mais on va en reparler de ta relation à ta mère parce que c'est
c'est quelque chose. Pour les gens qui savent pas, donc pendant des années, tu as participé à ce podcast qui s'appelle Laisse-moi kiffer chez Mademoiselle, où tu racontais beaucoup justement ton rapport à ta mère, tu parlais beaucoup de l'argent. C'est pas par hasard si les gens m'envoient des messages en me disant ça serait trop bien que t'aies Kaline dans l'histoire d'argent, c'est qu'ils écoutent, ils suivent Mademoiselle depuis longtemps et ils suivent Laisse-moi kiffer. Et aujourd'hui, tu as un podcast qui s'appelle 4 quarts d'heure où ça continue, c'est-à-dire que régulièrement j'écoute et régulièrement il y a la daronne qui revient avec l'argent. Tout à fait. Elle est toujours là. T'as Tout quel le âge? 30? J'ai 31 ans, Fabrice. Voilà, tu as 31 ans. Et non pas 48 comme tu imagines toujours que j'ai, mais... Pas du tout. Non. J'ai jamais dit que t'avais 48. J'ai vraiment juste 31 ans. En termes d'âge de ton âme, peut-être. Non, Pour j'ai moi, t'as beaucoup plus. 350 ans. Ouais, c'est sûr. Oui. Et à la fois 14, donc... Oui. Mais c'est ce qui fait que t'es génial aussi. Merci Fabrice, j'ai bien fait de me lever. Je Mais dis oui. ça, il est vraiment 16h. Mais en fait, c'est sûr que c'est de l'angoisse. Enfin, si c'est de l'angoisse pour toi, c'est sûr qu'en fait, tu veux t'en débarrasser. Exactement. La vraie bonne question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'empêches de le mettre de côté? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de le dépenser? Alors déjà, il faut quand même que je rétablisse une vérité. J'ai de l'argent de côté. J'ai de l'argent de côté parce que tout le monde est mort chez moi. Donc du coup, comme tous mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mon père, tout le monde est décédé. Bah ça a fait qu'au bout d'un moment, j'ai fini par avoir un petit peu d'argent. Et ma mère, qui veille toujours au grain, puisque elle sait comment je dépense, vu qu'elle voit sur la page J'aurais commune. tellement avoir aimé ta mère dans le podcast là, faire un podcast à deux. Sur Ah ouais, l'argent. j'avoue, ça aurait été Sur intéressant. votre relation toxique et l'argent. De fou. Ouais, Parce mais qu'à côté de après- ça, vous avez une chouette relation. Ah en oui, dehors de oui. l'argent. C'est ça qu'il faut dire. On c'est a une que... excellente relation, mais même ce truc d'argent, c'est un truc qu'on cultive, hein, malgré nous. C'est-à-dire que elle aime quand même bien me dire que je suis dépensière et elle aime quand même bien me donner de la thune parce que je pense que ça la rassure. Oui, c'est-à-dire qu'elle te donne beaucoup d'argent. Alors plus trop maintenant, Ah. mais là ça fait peut-être 2 ans que c'est beaucoup moins. Mais c'est régulier que j'aille chez ma mère et que genre je laisse mon portefeuille dans le salon et quand je repars le lendemain, parce que je dors chez ma mère 1 à 2 fois par semaine. C'est une histoire. Hein, c'est bizarre. pareil. faut vraiment réécouter tout. Bien que je vive dans mon appartement, ça fait 10 ans que je vis plus chez mes parents, là je vis en couple et tout, mais 1 à 2 fois par semaine, je rentre chez ma mère parce que, en fait, je me cache derrière l'excuse de faut que je m'occupe de son chien. Bon, c'est encore une autre affaire, mais la vraie raison... La vraie raison, c'est que j'adore ça. Tu vois, j'adore. Faut dire juste, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais ma mère, c'est le pilier de ma vie. Je ne m'excuserai jamais de ça. Je ne me justifierai jamais de ça. Je n'ai pas à justifier le fait, parce que j'ai souvent l'impression de devoir le faire quand je parle de ma relation avec elle. Moi, ma mère, c'est le pilier de ma vie. C'est ma seule famille qui me reste, et je trouve ça chambé qu'on aime passer 2 jours par semaine ensemble. 2 jours pendant lesquels on n'arrête pas de s'engueuler, hein, au demeurant, tu vois. Et où elle m'accuse de toutes sortes de choses, si vous écoutez, chers auditeurs, 4 quarts d'heure, vous saurez qu'une fois, elle m'a soupçonné d'avoir menti sur le fait qu'il avait plu. Bon, bref, vous voyez, on a des conversations et des engueulades qui sont absolument lunaires, mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que... Qu'est-ce que c'était quoi ta question? C'est un peu une relation toxique finalement. Non, pas dans la vie, mais dans notre rapport à l'argent, oui. Non, sinon, je pense je pense au contraire qu'on a une relation très saine. Oui. On se dit beaucoup les choses, ou quand on s'engueule, c'est désactivé dans la minute parce qu'on sait parler, tu vois. Mais il y a un peu un truc où j'ai l'impression que c'est la petite Kalindi qui retourne chez sa maman, tu vois. Bien sûr. Il y a un côté... ça te fait chier de grandir, ça te fait chier de devenir adulte, et en fait c'est cool d'avoir ta maman et de pouvoir... Exactement. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça, quand tu vas dormir chez elle, elle s'occupe de toi. Enfin, C'est tu vois, ça, c'est vraiment, c'est la régression totale, quoi. Bah, t'as dit le mot. Et en fait, la régression, et je le vois dans mon analyse, le mot régression est un mot qui revient en permanence. Et moi, j'ai un truc de petite fille qui n'est pas guéri chez moi. J'ai des micro-blessures de petite fille surtout qui ont trait à ma mère et à mes parents de manière générale, qui n'ont tellement pas été guéries que je les ai vraiment emmenées très longtemps avec moi. Je continue de les emmener avec moi. Et mon safe place, mon lieu de vraiment de sûreté, de sécurité, c'est le retour en enfance. Et qui dit retour en enfance dit retour auprès de la mère, le giron maternel, l'appartement maternel où j'ai grandi, où j'ai fait mon adolescence, etc. Le lit où tu peux manger dans le pieu et que personne Exactement. t'emmerde. Puis me faire engueuler, parce que je cherche aussi un petit peu à me faire engueuler. Tu vois, quand je vole les affaires de ma mère puis que je les perds, c'est très involontaire, c'est très inconscient, mais je cherche quelque chose, tu vois. Et je cherche la réprimande, je cherche ce truc, encore une fois, de régression, de
rapport de petite fille à maman que je devrais plus avoir à 31 balais, je le sais, tu vois. Mais qu'elle entretient elle aussi, c'est-à-dire qu'elle elle pourrait décider en tant que mère de couper ce lien-là, en tout cas de le changer, quoi, de changer cette dynamique-là. Ouais, mais non, en effet, elle le fait pas. Donc là, tout ça pour dire qu'il y a 2 ou 3 mois, ma psy me dit, bon, écoutez, vraiment, je pense qu'il serait temps que vous coupiez le cordon financier avec votre mère et que vous demandiez à votre banquier ce que vous auriez dû lui demander il y a 15 ans, c'est-à-dire de plus avoir accès à ses comptes à elle et qu'elle ne puisse plus avoir accès aux vôtres. Et écoute, il s'est opéré quelque chose d'absolument formidable, c'est que depuis que ma mère n'a plus accès à mes comptes, je gère vachement mieux. Incroyable. Et putain, et donc ma mère au début m'en a un peu voulu. Bah tu vois, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, bon maman, j'ai demandé à monsieur machin de séparer nos comptes. Elle me dit, ok, bah très bien. Bah j'espère que tu feras pas trop de merde. Et je lui dis, ben peut-être que si, mais en fait peut-être que c'est pas tes affaires, Ouais. tu vois. Et après, évidemment, elle m'a dit, bah si, c'est mes affaires, parce qu'après tu viens, tu me demandes de l'argent. Donc ah oui, non, c'est ça que je disais au début. Quand Elle tu le me dit posais. vraiment comme ça. Hein. C'est-à-dire que Oui, vraiment, complètement. moi, Non. pour resituer Ouais. un peu le personnage, j'ai vu ta mère, je crois, 2 ou 3 fois, et à chaque fois, elle m'a dit, dis donc, ça serait bien de payer Kalindi un peu mieux quand même. C'est-à-dire que j'étais là, ok, mais qui êtes-vous, madame? On se connaît pas. Oui, après ça c'est ma mère, elle dit tout ce qu'elle pense à tout le monde. Donc, Oui, tout à fait. J'ai l'argent trouvé ça très intéressant en tant que d'employeur à parents de salariés. Si tu veux, je me suis dit, c'est une discussion, bah voilà, un truc de plus que j'imagine pas beaucoup d'employeurs vivent avec leurs avec leurs salariés, c'est-à-dire il y a les darons qui viennent dire, ah, dis donc, ça serait bien que t'augmentes un peu ma fille. J'étais là, waouh. Mais tu sais, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai aussi une mère spirituelle, ma deuxième mère, Florence, dont je parle souvent dans les podcasts parce que moi, j'aime me recréer des familles un peu partout où je vais. C'est un peu un truc que je fais naturellement, plein de carences dans mon enfance encore. Et donc, j'ai notamment cette fausse mère, Florence, que j'appelle ma vieille mère, qui m'appelle ma vieille fille. Et plusieurs fois, Florence est venue au bureau et t'a dit, quand est-ce que tu payes plus la gosse, Fabrice Florent? Et t'étais outré, à juste titre, Vous tu me vois. cassez les couilles tous. Et moi, j'étais avec ma peur de manquer, j'étais là, laissez-moi tranquille, moi, c'est mon argent, c'est important. En plus, c'est même pas le mien, c'est celui de la boîte. Oui, C'était mais là. tu vois, ça en dit long, mais on en parlait juste avant de Rec, tu me parlais de ton rapport aussi à Ouais. l'argent. Je sais pas si toi, t'as fait un épisode sur ton rapport à Ah toi. si, mais en vrai, je l'ai fait il y a 1 an et demi. Ça serait très intéressant de faire un épisode 2 parce que j'ai bien bossé. Mais ouais, je parle longuement de ce que j'ai fait subir globalement à tout l'écosystème de Mademoiselle avec ma propre peur. Et moi, le premier, hein. C'est-à-dire que j'étais le premier à pas me payer pendant des années et tout, parce que j'avais peur de manquer. Peur de manquer, puis peur de manquer pour payer tes employés, C'était en fait, avant c'est tout ça. ça. C'était surtout, il y avait un vrai côté de responsabilité. J'ai beaucoup bossé sur l'idée de la responsabilité et de l'argent et d'être obligé de payer. En fait, quand j'y pense vraiment, c'était vraiment dingue dans mon système d'avoir autant de gens à payer et d'avoir à la fois, à la fin de chaque mois, la responsabilité de devoir payer autant de gens, quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 15 piges, en vrai. Mais est-ce que t'étais fier, genre tous les mois, quand tu disais, ah bon, bah c'est bon, j'ai pu payer tout le monde? Est-ce que c'est un soulagement? Ah non, c'était même pas un soulagement, c'était juste, il y avait l'idée de la responsabilité, justement, donc c'était normal. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y avait pas de fierté, il y avait rien du tout. C'était juste, ok, on verra le mois prochain si ça passe, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'écouterai cet épisode parce que, en fait, bon, je sais pas si on peut dire ça, au pire tu lui couperas, mais ça a cristallisé énormément de choses dans cette entreprise, le rapport à l'argent, notre rapport à toi, ton rapport à nous. Donc c'est chouette de faire le bilan des années après et de voir comment on a réfléchi ce sujet, comment toi t'as entamé quand même un processus de guérison important, j'ai l'impression. Pas grave, mais Donc, après l'avoir vendu. Oui, c'est dommage. Écoute, Mais mieux bon, vaut tard que jamais. C'était mon chemin, hein, tu vois, et c'est sans doute aussi le chemin de tous les gens qui sont passés par là. C'est-à-dire que c'est très marrant parce que pour moi, je faisais en sorte de vous offrir, entre guillemets, un tremplin et de la visibilité, en fait la possibilité de pouvoir faire un truc cool après, en échange de pas d'argent, ou en tout cas très peu d'argent, parce que c'était juste, en revanche, moi j'ai toujours fait en sorte de payer tout le monde, quoi, tu vois, c'était vraiment important pour moi, mais c'est vrai que je cherchais des tas de façons de pas concrétiser, ou en tout cas de pas définir votre valeur par juste entre guillemets un salaire, quoi. Un salaire correct à Paris. Mais ouais, ça a été un vraie prise de tête en sortant de là, quoi. À commencer par
commencer par mon propre rapport à l'argent, quoi. Complètement éclaté. Mais oui, tu iras écouter Oui, cet épisode. mais... Je le mettrai dans les notes de celui-ci, là. Avec plaisir. C'était intéressant. Mais je pense, enfin, je vois dans mon entourage, personne n'a enfin, je connais très peu de gens qui ont un rapport sain à l'argent. Et moi, j'ai perdu une amie récemment. Je sais pas si je peux raconter si on a le temps, mais en vrai, je trouve ça un peu intéressant. J'ai été très amie pendant 10 ans avec une fille qui a beaucoup compté pour moi. Une amie, quoi. Et en fait, on a régulièrement eu des problèmes avec les amis que je partage avec cette femme. On se disait souvent, il y a quand même un problème au moment de l'addition, voilà, où elle n'offre jamais un verre à qui que ce soit, alors que c'est elle qui gagne le plus. Et en fait, moi, quand je suis partie de chez MAD il y a 1 an et demi, c'était pour devenir indépendante. Et au début, avant que le machin se mette en route, il y a quand même eu des petits moments de disette, tu vois. Et donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui que j'ai un peu plus d'argent, quand mes potes à moi, là, je sais que mon amie Alix va bientôt être indépendante, si au début elle galère, je lui paierai ses coups, tu vois. Enfin, ça me paraît normal. Moi, je suis quelqu'un de généreux, en plus. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais je suis trop généreuse. Genre, vraiment, je dilapide autant pour les autres que pour moi. Bah oui. Et ça, c'est intéressant. Ça, tu le jettes par les fenêtres. Je jette par les fenêtres. Et en plus, quand c'est pour les autres, je suis trop contente, tu vois. Et donc, cette personne qu'on appellera Ghislaine, l'année dernière, fait son anniversaire. Et en fait, pendant son anniversaire, je vois ses copains à elle et j'adore ses potes. Et du coup, moi, je suis déjà bourrée, donc je commence à payer des coups vous savez, ce truc de quand t'es bourré, t'es riche. Donc là, je commence à faire chauffer la carte, à payer des coups à tout le monde. Et au plein milieu de la soirée, je commande un poulet rôti, voilà. Et à 8,50 € que je partage avec un pote, avec des frites. Bon, bref. Le lendemain matin, je me réveille et je passe ma journée. Et là, je reçois un message de Ghislaine qui me dit: coucou mon chat, est-ce que tu peux me faire un Lydia, s'il te plaît, pour les 8,50 € que t'as oublié de payer en partant. Et là, j'ai un peu pété un plomb. Alors, je lui ai rien dit, mais j'ai explosé auprès de mes amis qui étaient là. Parce que j'étais là, putain, moi, je dépense 100 balles dans la soirée pour faire plaisir à tes amis, qui sont même pas les miens, tu vois. Mais parce que juste, ça me fait plaisir que tout le monde s'éclate. Tout le monde veut reboire une bière. Allez, je paye la prochaine bière, tu vois. Et en fait, qu'on me vienne me réclamer 8,50 €, ça m'a semblé tellement lunaire de la part d'une personne qui gagne très bien sa vie que ça a complètement cassé quelque chose entre nous. Ça a entériné la cassure, en tout cas, parce que c'était déjà quand même amorcé avec encore des questions d'argent. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je ne parle plus à cette personne. À cause d'un poulet à 8,50 €. À cause d'un poulet à 8 €. C'est vraiment un running gag dans ma relation avec ma psy, quoi. Et on en parle très souvent du poulet à 8,50 €. Et c'est un running gag avec un de mes amis aussi, qui a perdu tout contact avec Ghislaine également. Mais je vois combien ça cristallise plein de choses entre les gens et combien, tu vois, c'est con, mais personne n'a envie de fréquenter un radin, mais il y a plein de radins qui se rendent pas compte qu'ils sont radins, mais ça dit tellement quelque chose d'eux, ça vient tellement s'entériner, s'ancrer dans quelque chose qu'ils ont vécu plus jeune, que chacun a ses micro-traumatismes dus à l'argent, et je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui ont des problèmes. Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Non, pas du tout, mais il faut que tu écoutes ce podcast, parce qu'effectivement, c'est souvent... En fait, je trouve ça cool dans le podcast, parce que ça permet de se rendre compte de ce que peuvent vivre les gens de leur côté. Et tu vois, si j'avais Ghislaine dans mon podcast, on parlerait sans aucun doute d'à quel point elle vit mal le fait d'avoir peur de manquer, parce que à mon avis, ça vient de là, quoi. Tu vois, peut-être d'ailleurs, j'en sais rien, mais a priori, ça vient souvent de là, la radinerie entre guillemets. Et puis surtout, ça veut rien dire. Moi, j'aime bien, et c'est Christian qui en parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me sens radin et d'autres moments où je me sens généreux. Et je trouve que c'est hyper important d'être capable d'accepter les deux. Et tu vois, par exemple, de te dire, non, aujourd'hui, ce soir, je paye des coups à personne, en fait. Parce que c'est comme ça. Et de juste le tester pour voir ce que ça te fait en toi, tu vois, de te dire, ah non, mais là, maintenant, moi, ce soir, je me paye des coups à moi et c'est tout, et je paye à personne d'autre. Parce que parfois, l'un des trucs dont je me rends compte aussi, c'est que tu peux offrir des trucs, quelque part aussi pour acheter l'amour, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas totalement aligné avec le cœur. Je dis pas que ça ne l'est pas pour toi, mais il y a aussi un endroit où peut-être tu fais ça pour justement éviter qu'on te voit comme quelqu'un de radin. Et peut-être tu détestes ça. Et donc de ce fait-là, t'es trop généreuse. Je sais pas, parce que déjà, il y a des soirées où je paye pas de coups. Bravo. Je tiens à le dire. Il y a des soirées où c'est que pour ma pomme, des soirées où c'est mes amis. En fait, c'est juste aussi... Pour moi, c'est un critère de sélection de gens. Et notamment, mes meilleurs amis, mes 4 meilleurs amis de la vie, sont des gens très généreux. Et je sais que si c'est pas moi qui paye des coups ce soir, c'est Micheline ou Jacquelinette, et puis ça va tourner, tu vois. Mais pour moi, c'est vraiment un critère de sélection même, et parce que j'ai été élevée comme ça. Ma mère m'engueule, mais ma mère est quelqu'un de pas dépensier, mais d'extrêmement généreux.
Tu vois, c'est con, mais j'ai une de mes amies qui avait des problèmes d'argent quand elle était ado. Bah, elle lui a filé de la thune. Le premier homme avec qui je suis sortie était un SDF. Et en fait, elle lui a payé pendant 1 an et demi son logement. Elle lui payait son loyer tous les mois. Elle lui faisait ses courses, lui achetait ses clopes, lui payait sa vie, tu vois. Et on a payé à une dame qui travaillait pour nous, qui s'occupait de mon grand-père. Ma mère lui a payé un voyage au Maroc. Enfin, si tu veux, et ma mère n'est pas riche. Elle est juste fondamentalement généreuse. Et j'ai chopé ça de ma mère. Et mon père, je pense que beaucoup de mes problèmes d'argent sont relatifs à mon papa. On va y revenir, je pense. Oui. Mais mon père a aussi été quelqu'un de généreux. Il avait ce truc un petit peu de générosité, radinerie, tu vois, ces deux pôles qui s'attirent un petit peu et qui se repoussent et qui sont en effet pas tellement contradictoires parce que c'est la vie. Parfois, on est dans un mood, parfois dans un autre. Exactement. Moi, je suis tout le temps dans le mood de dépenser, en fait. Ouais, et c'est intéressant parce que comme tu dis, tu jettes l'argent par les fenêtres, t'as besoin qu'il parte, quoi, tu vois. Ouais. Et il faudrait réfléchir à comment tu pourrais accepter la facette de toi qui peut-être garderait l'argent pour elle. Ouais. Bah, Comment tu te perçois si je te dis ça? Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Mais j'ai pas. Le pire, c'est que j'ai pas vraiment de réponse. Rien ne me retient de garder de l'argent, si ce n'est mon désir de le dépenser, parce que. Mais quel escroc! Je vous ai dit que c'était une escroc, c'est une escroc. Voilà. Non, en fait, déjà, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, c'est que j'ai mis mon argent quelque part. J'ai acheté une maison. C'est vrai. J'ai fait un bond dans ma vie exceptionnel qui consiste à tout l'argent que j'avais, en tout cas une très grosse partie de l'argent que j'avais, je l'ai placé dans l'achat de quelque chose et en plus pas toute seule, je l'ai acheté avec mon compagnon qui a acheté la moitié de la baraque. Donc ça c'était un énorme move et pour la première fois j'ai eu la sensation de dépenser correctement parce qu'il y a ce truc tu vois de te dire de dépenser puis de culpabiliser et parfois tu dépenses mais t'es content parce que c'était un matériel pour le travail ou voilà. Par exemple là je reviens de 2 semaines à l'île Maurice, je ne culpabilise pas d'avoir dépensé sur un coup de tête un billet d'avion et je culpabilise d'avoir acheté n'importe quoi sur place et d'avoir dit non à aucun. En fait c'est surtout ça, voilà, donc je pense que le cœur du truc c'est et je l'ai réfléchi que très tard. Moi j'ai grandi avec un papa qui vient d'une famille pauvre de l'île Maurice et mon père ils étaient 9 enfants dans sa fratrie. Et en fait, c'est pas qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient quand même propriétaires terriens, etc. Mais voilà, mon grand-père était vendeur de pommes de terre, ma grand-mère travaillait pas, mon grand-père savait ni lire ni écrire. C'était un milieu très modeste. Et mon père a grandi dans une baraque très petite avec tous ses frères et sœurs, il a eu une enfance franchement qui me disait toujours assez chambée et tout, mais où il fallait quand même faire attention à l'argent. Et ça n'a jamais quitté mon père. Et en fait, mon père, quand il a migré en France, quand il avait 33 ans, il s'est retrouvé à faire des petits boulots de merde qui correspondaient pas à ses études parce qu'il a subi plein de choses, notamment le racisme, quand il est arrivé en France. Et il a enchaîné les petits boulots et après il s'est installé, il a trouvé un job qui lui plaisait vraiment, où il a gagné un peu plus d'argent, mais jamais vraiment beaucoup. Puis il a commencé à cotiser très tard pour la retraite. Et mon père m'a élevé dans une angoisse permanente, celle de manquer évidemment, et celle de ne pas avoir assez pour sa retraite. Le sujet principal qu'on avait avec mon père, c'était mais c'était systématique. Mon père, quand il s'est séparé de ma mère est quelqu'un de... Bon, je vais rentrer vraiment dans ma vie intime, mais ma mère est une bourgeoise, élevée par des parents qui étaient relativement bourgeois aussi, puis qui ont eu des entreprises, qui ont un petit peu prospéré dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et donc ma mère n'a jamais manqué de rien. Voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, très différente de mon père, qui lui était quelqu'un de sportif, mais pas cultivé, pas bourgeois. Bref... Où j'allais avec ça. Et quand ma mère a quitté mon père il y a une dizaine d'années, mon père s'est retrouvé à devoir gérer son argent tout seul, alors que pendant des années, il vivait aussi de l'argent que gagnait ma mère, parce qu'il partageait tout. Ma mère payait beaucoup les factures, me payait tout à moi, les fringues, l'éducation, enfin l'école supérieure, etc. C'est tout ma mère qui a payé. Mon père n'a jamais rien payé. Et mais bon, des fois, il m'achetait une robe Tara Jaramon, quoi. Et mais c'est pas pour enfoncer mon père que j'aime profondément. C'est juste, voilà, il avait un rapport étrange à l'argent et souvent c'est les femmes qui prennent en charge économiquement le foyer, c'est un fait. Et donc notre foyer à nous n'a pas échappé à ça. Et bref, après
quand mes parents se sont séparés, mon père s'est retrouvé à devoir gérer sa thune, mais sa thune qui était un petit peu maigre, il gagnait pas des milliers et des cents, et tous les dimanches quand j'allais chez lui, il me disait tu vois là j'ai réfléchi, comme bon là j'aurais vraiment pas de retraite en France, j'aurais peut-être 400 balles, j'ai regardé et en Roumanie il paraît que avec 400 € on peut vivre correctement, donc peut-être j'irai vivre en Roumanie. 2 semaines après. Bon, là, j'ai vu qu'en Lituanie, on pouvait vivre avec tant. Et puis tu sais, j'ai un copain qui m'a dit qu'il pouvait m'héberger si j'allais passer ma retraite à La Réunion. Et c'était la fin de sa vie l'inquiétait énormément. Et mon père est mort avant d'avoir pu toucher la retraite, puisqu'il est mort à 63 ans. Et même s'il avait touché la retraite, il aurait touché bien plus tard, vu que comment il avait commencé à cotiser tard. Et il a tellement nourri cet effroi de manquer et de mourir dans la misère, et c'était vraiment quelque chose qui l'obsédait, c'était mourir dans la misère, qu'il est mort avant. Et incroyable. Ouais, incroyable, vraiment. Et bon, moi, mon père, il a eu un cancer, c'est un vrai truc médical, etc. Bien sûr. Mais on m'enlèvera pas de la tête que... Il avait la trouille, en fait. La trouille de sa fin de vie, finalement. Ouais, complètement. Et tu vois, c'est un truc qui, moi, m'effraie au quotidien. C'est ce truc de partir, parce que moi, j'ai très peur de la mort. On en parlera dans un autre podcast peut-être un jour, mais j'ai très peur de la mort, j'ai très peur de la maladie, et j'ai très peur de mourir avant d'avoir kiffé. Et donc, mon existence est un peu, c'est con, mais un peu basée sur le kiff, tu vois. C'est-à-dire, je kiffe aller au resto, je vais au resto tout le temps. Je kiffe voyager, je voyage tout le temps. Et du coup, je suis jamais dans la restriction de mes envies, et mes envies passent par dépenser, et tout ça, c'est possible qu'en dépensant de l'argent. Ouais. Donc, il y a ce truc de faire l'inverse, tu vois, de la figure paternelle qui, lui, était tout le temps dans la restriction. Mon père, c'était quelqu'un qui... même au-delà de l'argent, tu vois, c'était quelqu'un qui se privait. Mais t'en as quand même peur. C'est-à-dire que c'est pas un rapport... Pour moi, t'es dans un rapport, effectivement, d'abondance et de kiff, tu vois, de profiter de l'argent, etc. Mais quand je te demande ce que c'est pour toi l'argent, tu me dis c'est de l'angoisse. Oui. Donc il y a un endroit où c'est pas tout à fait calé, quoi. Tu vois. Il y a un endroit où il y a du paradoxe. Ça, c'est une certitude. Bon, après, t'es Kalindi, donc forcément. On est tous des êtres paradoxes, mais Kalindi en particulier, hein, je veux dire. C'est une angoisse parce que je me dis que peut-être un jour ça s'arrête. À force de dépenser, peut-être un jour je ne peux plus kiffer, tu vois. Il y a ce truc du serpent qui se mord la queue, de j'ai du mal à mettre de côté, et à la fois j'ai peur de manquer, et un jour il va falloir que je me mette du plomb dans la cervelle, et ça commence à aller mieux déjà parce que je commence à gagner plus d'argent. Ouais. Et il était temps que ça m'arrive un jour dans ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai 31 ans, alléluia, tu vois. Je sais que ça peut arriver bien plus tard. Oui. Je sais aussi que ça peut arriver bien plus tôt. Et non, mais tu vois, on vient de générations de parents où en fait, ils avaient, pour certains, déjà réussi à faire un petit peu leur trou à 31 ans. À 31 ans, t'avais déjà, il y a quelques générations, un certain âge, tu vois. Oui, si tu le vois comme ça. Mais en fait, en plus, ce qu'il faut préciser, c'est que t'as quitté Mademoiselle pour vivre de ton écriture. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est un métier où, globalement, il y a assez peu de gens qui finissent par réussir et gagner de l'argent grâce à l'écriture. Et rien que ça, déjà, c'est incroyable. Et que tu le fasses... ça fait combien de temps ? 3 ans maintenant que tu as quitté Mademoiselle ? 2 ans ? 1 an et demi. Ah oui, tu vois. Donc, c'est déjà assez dingo. Ouais, ça, c'est grâce... sans faire de faillotage ou faillotisme. Bref, sans failloter, c'est vraiment grâce à Mad, parce que moi, si j'avais pas fait Mademoiselle, en vrai, je n'aurais pas eu de communauté. Si j'avais pas eu de communauté, j'aurais pas pu... c'est con, mais là, j'ai créé une école d'écriture qui s'appelle Le Cas, où je donne des ateliers d'écriture en collaboration avec Mimi Hegel, que vous connaissez si vous écoutez les podcasts de Fabrice. Oui, elle est passée en plus dans Histoire d'argent. Dans Histoire d'argent, un délire aussi. Franchement, je vais l'écouter aussi. Celui-là, ça m'intéresse. Tout ce qui a trait à Mimi m'intéresse de toute manière. Mais et donc oui, là, j'ai créé mon école. Et en fait, si on arrive à remplir tous les mois des dizaines de gens qui s'inscrivent, bon, parfois on galère un peu plus que d'autres parce que les gens manquent d'argent comme tout le monde. Enfin bon, bref. Mais si on arrive à remplir quasiment tout le temps, c'est grâce à la communauté que on a acquise grâce à Mademoiselle, tu vois. Donc ça, c'est sûr que c'est 100% grâce à Mad que je réussi à vivre de ma... Enfin, c'est 100% grâce à moi aussi, parce que en vrai, j'écrivais déjà avant tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'ai une voix, c'est quand même parce que j'ai été chez Mad à un moment donné, quoi. Mais oui, moi, je fais partie des ultra chanceuses, et encore, pour l'instant, j'en suis au tout début de ma vie d'autrice. Mais je fais partie des chanceuses qui réussissent à en vivre. Je fais mon école d'écriture, j'ai gardé un pied chez Mademoiselle parce que je fais toujours un podcast cinéma qui s'appelle Le Seul Avis qui compte, et puis aussi maintenant je suis scénariste, donc j'arrive à vendre des petits contrats d'option par-ci par-là qui me rapportent de l'argent.
Ça sort quand ton podcast ? Je sais pas, début d'année. Début d'année ? Ouais. Bon, bah, à l'heure où vous écouterez ce podcast, en plus, a priori, j'aurai signé mon premier roman dans une maison d'édition. Enfin, c'est sûr, là, ça arrive là, donc j'ai pas le droit encore de dire laquelle, mais je pourrais le dire bientôt. Donc, ça va me rapporter aussi un petit peu d'argent. Et puis, je continue à piger un petit peu et tout. Donc, j'arrive à en vivre, franchement, de manière un petit peu confortable. D'autant plus qu'en ayant acheté cette maison, je l'ai acheté cash, donc je suis pas passée par une banque. Mais waouh. Ouais. Donc du coup, je ne dois pas d'argent à une banque. Ce qui fait que demain, si je veux lâcher mon appartement parisien, que je paye une fortune et que je partage avec mon mec, si on veut lâcher cet appartement, et ça, c'est la plus grande sécurité de ma vie. Et c'est peut-être aussi, j'ai fait le rapprochement, ça a commencé à aller mieux dans mes dépenses quand j'ai acheté cette maison. Parce qu'il y avait un truc de sécurité, de... Quoi qu'il arrive, j'ai un toit sur ma tête. Avant, bah, j'avais toujours été locataire, donc il y avait la précarité d'être locataire. Tu vois qu'il y a une vraie précarité. Tu te dis putain, si un jour on me tèche dehors et que je galère à retrouver un appart, comment je vais faire ? Enfin, et puis c'est pas chez moi, ça reste chez quelqu'un d'autre, tu vois. Et là, d'avoir acheté ma maison, de me dire quoi qu'il arrive, si un jour on me tège, si un jour j'ai plus de travail, si un jour il y a la guerre ou une crise écologique hardcore, j'ai une maison où aller me réfugier et où je peux accueillir mes amis, ma famille, les gens que j'aime auront toujours un toit au-dessus de leur tête. Et ce truc-là m'a fait lâcher un truc de pression. Et depuis, bah, ça va un peu mieux. Tu vois, je m'achète moins de chaussures. C'est con parce qu'a priori, ça a rien à voir. Je sais pas où se trouve ce paradoxe qui fait que quand je me suis sentie plus en sécurité, j'ai commencé à pouvoir stocker un peu d'argent. Mais il s'avère que ça s'est passé, quoi. Mais c'est intéressant parce que l'un des trucs que j'essaie aussi de débiner, tu vois, c'est l'obsession qu'on a en France de vouloir à tout prix acheter sa résidence principale, tu vois, parce que ça veut dire que tant que t'as pas acheté ta résidence principale, tant que t'as pas acheté comme tu dis, ton toit sur la tête, forcément t'es pas en sécurité. Mais en fait, moi, ce que j'essaie aussi de dire aux gens, c'est si vous, en fait, la location, c'est aussi une forme de liberté. Ça, c'est sûr. C'est aussi une forme de, tu vois, là, par exemple, j'ai mon lave-vaisselle, il s'est pété, là, ma proprio, elle a changé le lave-vaisselle, quoi, tu vois. Donc, il y a aussi des trucs où, pendant très longtemps, mon appart, c'était un poids mort, tu vois, dans mes dépenses. Là, aujourd'hui, je le vois comme un endroit où je suis bien et que ça me dérange pas de dépenser autant d'argent. Je paye 2000 balles de loyer, c'est ridicule. Mais peu importe, tu vois, je suis là, je te reçois, on est bien. Et en fait, je sais que si demain je veux partir, tu vois, en revanche, je le prends dans ce sens-là. C'est-à-dire que si demain je veux partir, je peux me barrer du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Et alors que quand tu as acheté ta maison, si tu vis pas au moins 10 ans, tu vois, il y a un côté, ça vaut pas vraiment la peine d'investir dans de l'argent, d'investir dans une maison, quoi, tu vois, ou dans un appart, peu importe. Bah pour nous, tu vois, c'est un investissement. Oui, ça c'est sûr. Oui. En plus, Oui. Bah moi, j'ai acheté une vieille maison dans la campagne, donc je vois un peu de quoi tu parles. Mais tu vois, quelque part, moi, ce qui m'a aussi rassurée dans cet achat, c'est que je peux en faire une source de revenus. Et notamment, là, j'ai trouvé un locataire qui me prend ma maison de février à avril, qui est un scénariste aussi, en plus avec qui je suis devenue copine, donc je crois que je peux lui laisser mes chats un peu et tout. Enfin bon, bref, c'est encore une autre regard. Okay. Mais tu vois, du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui me prend la maison pour le prix que j'en demande, qui est vraiment cool en plus. Donc il m'a dit, écoute, si un jour, un week-end, t'as envie de venir et que, voilà, tu peux venir et moi je me casse, t'inquiète. Enfin, il n'y a pas de tranquille, tu vois. Qui est chill comme moi, où tu sais qu'on peut s'arranger, on n'est pas rigide. Et mine de rien, c'est une petite source de revenus supplémentaires qui me permet notamment de payer mon loyer parisien qui, pareil, est exorbitant. Donc, tu vois, et d'avoir cette solution-là qui est de gagner de l'argent autrement que par mon travail. C'est vrai. Parce que ça, j'en parlais encore dans 4 quarts d'heure. Là, je reviens de l'île Maurice, ça n'a rien à voir, mais un truc qui m'a fait vachement de bien en partant, c'est en reconnectant avec ma famille, de me rendre compte que je n'avais pas parlé de mon travail. Et ça m'a fait un bien au cul exceptionnel parce qu'en fait, je me suis rendu compte que depuis que je suis plus chez Mademoiselle, ma définition number one de mon identité, c'est qu'est-ce que je fais dans la life. Et en fait, dès que je vois des gens, c'est t'en es où de ce projet ? Écoute, nulle part, puisque tu sais, moi, dès que je signe un projet, ça met 3 ans à se passer et ça fait que 2 ans, donc il y a encore bien 1 an à tirer. Et en fait, je suis dans la perpétuelle justification et explication de quel est mon quotidien, comment je gagne de l'argent, etc. Parce que c'est ça aussi, du coup les gens me demandent comment j'arrive. Souvent on me dit, tu fais ça, mais comment tu gagnes de l'argent ? Donc tu vois, moi je veux juste parler de ce que j'aime et on me ramène encore à cette valeur pécuniaire, quoi. Et qu'est-ce que je raconte ? Oui.
Donc, quand j'étais à Maurice, personne s'est intéressé à mon travail. Et ça m'a fait du bien parce que, mine de rien, en ne s'intéressant pas à mon travail, les gens ne se sont pas intéressés à ce que je gagnais et à quelle était ma valeur financière dans l'État français, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou. Et Pourquoi ça donc, t'a fait du du coup, bien? bah, ça m'a délesté d'un poids. Déjà parce que j'ai parlé d'autre chose, vraiment, hein, que de fric et que de bouquins ou pas, séries ou pas, machin. Ouais. J'ai pu parler de moi, parce qu'en fait, je suis autre chose Ça. qu'une autrice qui a des problèmes de thunes. Tu vois. Et j'ai pu parler de mes sentiments, j'ai pu parler de plein de choses. J'ai pu pas parler de moi aussi. J'ai pu parler des autres gens. Et c'était chambé. Et voilà. Et c'est ce qu'on s'est dit avec mon mec. Vraiment, en rentrant, on s'était dit, c'était pas un kiff que personne nous demande rien sur notre vie professionnelle et budgétaire. Et donc, du coup, tu vois, la maison, c'est aussi un truc de se dire, voilà, c'est une rentrée d'argent qui ne dépend pas de ce que je fournis comme effort dans mon travail et qui ne dépend pas de 1 milliard de tierces personnes. Parce que dans les travails qu'on effectue, peut-être toi aussi, tu vois, mais moi, je vois combien ce qui arrive sur mon compte en banque à la fin du mois dépend de 50 000 personnes. Ça dépend de est-ce qu'il y a un directeur littéraire d'une boîte de prod qui a dit j'aime bien ce projet, qui en a parlé à un producteur qui a dit ouais, j'aime bien, mais est-ce que machin va aimer? Ah ok, bah contactons ton agent. Ah mais t'es pas seul sur le projet, il y a aussi Alix. Donc tu vois, il y a 50 personnes à contacter avant qu'on débloque un peu d'argent. Je suis tributaire de la moitié de la France. Tu vois. Et en fait, c'est tellement de stress de se dire est-ce que je vais plaire? Parce qu'en plus, moi, mon travail est directement le fait que je gagne de l'argent, c'est directement relié à mon identité. Ouais. Je mise beaucoup sur ma personne. Ce qui fait que quand on veut pas d'un de mes projets, c'est moi qui l'ai écrit, c'est un truc que j'ai imaginé à partir de trucs que j'ai vécu. On remet quand même en question ce que je sais que c'est pas vrai, mais souvent on peut le prendre comme on remet en question ton identité, ta place dans la société, ton imagination, ta valeur. Tout ça, c'est tellement intimement lié, tu vois, que je sais pas si je fais sens parce que je dis un peu tout de manière décousue. Tu fais très sens. Ok. Que du coup, c'est pas fastoche. Voilà, c'est ma conclusion. Mais tu sais, là, donc là, ça va bientôt faire 100 épisodes que j'ai fait d'Histoire d'argent. L'un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que le rapport à l'argent des gens, la relation à l'argent des gens est vachement liée à leur estime d'eux-mêmes. Donc, on y revient. Tout dit, ouais. C'est-à-dire que globalement, si tu as une bonne estime de toi-même, tu n'as aucun problème à recevoir les cadeaux de la vie, quoi. Tu vois, mais ça peut aussi bien être de l'argent que des cadeaux. Ouais. Et les gens qui ont du mal à recevoir d'une manière générale, ils ont aussi du mal à recevoir de l'argent et à aller vers l'argent et à s'ouvrir à l'argent. Ouais, c'est intéressant. À l'éventualité que ça tombe, quoi. Tu vois. Ça, c'est hyper intéressant. Toi, t'as des problèmes avec ça ou pas? Ah bah, beaucoup moins. Mais oui, j'en avais plein. Mais aussi parce que maintenant, t'es tout seul. Donc, je veux dire, il n'y a plus cette notion de responsabilité des autres. Donc, peut-être que... Ah mais non, franchement, je vois exactement mon rapport à l'argent que j'ai aujourd'hui par rapport à celui que j'avais à l'époque de Mademoiselle. Ça n'a strictement rien à voir. C'est fou, ça. J'ai vraiment débloqué un truc. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à recevoir de l'argent. Et à en donner? Bah oui. Sans souci. Aucun problème ni pour prendre ni pour donner. Ouais, grave. Bah c'est un. C'était beaucoup plus simple pour moi de donner de l'argent à l'époque de Mademoiselle. Hein. Ouais. Même si j'en donnais pas beaucoup, j'en donnais beaucoup plus que je m'en prenais. Tu vois. Donc à la fin, finalement, c'était un peu pareil, quoi. Tu vois, c'était tant que les autres sont mieux payés que moi, tout va bien. Ouais, mais enfin, tout à l'heure, tu parlais de responsabilité. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Tu vois, moi, je collabore avec Mimi pour notre atelier d'écriture et je suis stressée à chaque fois qu'on n'arrive pas à remplir. Pas pour moi, parce que je me suis engagée à verser telle commission à Mimi sur ce qu'on arrive à vendre. Donc alors que en fait Mimi elle sait très bien que si on n'arrive pas à remplir, on n'arrive pas à remplir, tu vois, c'est pas ma responsabilité plus que la sienne, tu vois. Mimi elle compte pas absolument sur toi pour payer son loyer. Exactement, je sais, tu vois, c'est une petite somme, mais c'est pour te dire que déjà à ce tout petit niveau, déjà c'est un effroi, c'est une angoisse. Alors j'imagine pas quand t'as 25 employés à payer, tu vois, ça doit être jamais je vais faire ça, putain. T'es pas spécialement parti pour. Non, pas du tout. Seigneur, merci. Tu sais, j'ai une autre question normalement que je pose au tout début, mais comme on a parlé de plein de trucs, c'est quoi ton premier souvenir marquant lié à l'argent? Non, ça c'est pas. Mon premier souvenir marquant. Cal, je te l'ai dit avant le podcast. Ah, tu me l'as dit? Oui, je te l'ai dit. Ah bon? C'est pas grave. Pardon, j'ai quand même oublié. Mon premier... Bah si, je sais.
Ouais. J'ai 2 souvenirs. Très jeune, c'est pas particulièrement marquant, mais c'est un truc gaulerie. C'est j'avais une voisine au premier étage de mon ancien immeuble qui s'appelait Janine, qui est décédée depuis, qui était une vieille dame de 85 ans. Et en fait, moi, je vivais dans un petit immeuble de 5 étages. Et pour aller au 5e étage où j'habitais, à pied, on n'avait pas d'ascenseur, fallait passer par chez Janine. Et on est devenus très amis. Et je l'appelais ma grand-mère. Et elle m'appelait ma petite fille. Et pendant bien 10 ans, tous les jours, je passais Donc, chez elle famille, midi et quoi. soir. La famille. Et tout le temps, et mes parents allaient chez elle. Moi, je passais ma vie chez elle. Je planquais mes bulletins scolaires chez elle. Enfin, c'était vraiment ma grand-mère. Voilà. Et en fait, à un moment donné, elle a commencé à faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant. Elle a commencé à me donner de l'argent spontanément parce qu'elle m'avait adoptée comme sa seule petite fille. Et elle a commencé à me donner 5 euros par-ci, 10 euros par-là. Et en fait, mon premier argent de poche, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est la voisine du premier étage. Et donc, c'est pour te dire, le premier argent que j'ai touché venait ailleurs que de ma sphère familiale. Et c'était une meuf qui avait décidé de m'adopter. Donc ça, c'est le premier truc auquel je pense, mais surtout... Tu faisais quoi de cet argent ? J'étais obsédée par les dauphins et les éléphants, et j'ai acheté des figurines globalement de dauphins en cristal, et après de petits éléphants qui changeaient de couleur avec la météo. Ah oui. Voilà, donc comme ça, Les globalement. années 90. Exactement. Non, j'achetais surtout, moi je voulais être océanologue, donc des trucs sur les animaux marins. Et mon premier, qui a vraiment de l'importance, souvenir d'argent, j'ai vécu 6 ans donc avec mon grand-père, et mon grand-père, il s'avère que en effet, lui, il avait non pas fait fortune, mais réussi à prospérer dans son domaine. C'était l'un des premiers à poser les antennes télé à Paris. Et donc, il a fait un petit peu son bise là-dedans, et ma grand-mère avait des salons de coiffure dans le 16e. Ça marchait bien pour eux et tout. Et mon premier vrai souvenir lié à l'argent, c'est mon grand-père qui m'a fait une donation de beaucoup d'argent. Et ça a été le début. Beaucoup combien ? 50 000. C'est pas mal quand même, tu vois, j'avais 16 ans. Et un jour, ma mère me dit, bon, Kalindi, je te le dis, à Noël, sous le sapin, tu vas recevoir une enveloppe. N'aie pas l'air trop surprise, mais surtout remercie bien ton grand-père. Et ce jour-là, je m'attendais à avoir, je sais pas, 5000 balles. Et déjà, 5000 balles à 16 ans, t'es là, what? Et là, j'ouvre le chèque. Mais je vais te dire après pourquoi c'est si important. J'ouvre le chèque et je vois 50 000 balles et je fais putain de sa race. Et là où ce souvenir, il est très important, c'est que j'étais pas la seule à ouvrir ce chèque et à faire une drôle de tête. Parce que mes cousines se sont vues attribuer exactement la même somme. Ouais. Or, moi, je vivais avec mon grand-père. Et mon grand-père était malade. C'est-à-dire que les premières années où il a vécu chez nous, ça allait très bien. Et puis après, petit à petit, il a commencé à avoir une maladie de la mémoire. Puis il a commencé à être vieux, tout simplement, tu vois. Et il a fallu notamment le laver, le nettoyer quand il s'était fait dessus, gérer la nuit quand il m'appelait ou qu'il appelait ma mère en nous appelant Annie, comme sa femme qui était décédée, donc ma grand-mère. Ouais. Il a fallu... tu vois, moi, c'est fréquent qu'une de mes meilleures amies, Laura, une fois, elle vient à la maison, elle vient dormir, et elle se lève à 3h du matin pour aller pisser, et là elle voit mon grand-père sans caleçon, sans rien, en train de déambuler dans la maison et de lui parler comme un démon, tu vois. Et il s'avère que ça a cristallisé énormément le fait que j'ai vu que mes cousines avaient touché la même somme d'argent, parce que je me suis dit, pourquoi elle ? C'est injuste. C'est injuste, parce que moi je sais pourquoi j'ai 50 000 balles sous le sapin. Je veux pas dire que je voulais quantifier mon rapport à mon grand-père, etc. Mais un peu quand même. Mais en fait, surtout, j'avais 16 ans, j'avais autre chose à foutre que de torcher les fesses de mon grand-père. J'en voulais beaucoup à ma mère aussi à cette époque, parce que même si on avait tous dit OK pour que mon grand-père vienne s'installer chez nous et qu'on s'occupe de lui, parce qu'on voulait pas qu'il finisse à l'EHPAD, c'était une décision qui avait été prise d'un commun accord. Ma mère nous avait posé la question, nous avait demandé notre avis. Mon père et moi, on avait répondu oui. Mais ma mère était hôtesse de l'air, donc elle était souvent absente. Mon père travaillait le soir, il était souvent absent. Donc il restait qui ? Il restait moi. Donc c'est beaucoup moi qui me suis occupée de mon grand-père, ce qui est une grosse responsabilité pour une adolescente. Il y avait un écart générationnel énorme avec mon grand-père, donc de 16 à 90 ans, tu vois, c'est énorme. Et donc en effet, il a commencé à avoir ce truc, j'ai commencé à en vouloir à ma mère, et j'ai commencé à en vouloir à mes cousines d'avoir touché cette même somme d'argent, et ça a commencé à devenir une petite obsession chez moi. C'est-à-dire que dès que je faisais quelque chose, je me disais putain, tu vois, moi je fais ça, et elles font rien, elles viennent jamais le voir, et elles touchent autant d'argent que moi, et j'ai commencé à sentir l'injustice et la haine. Très clairement, la haine. J'en ai voulu à mon grand. J'ai commencé à en vouloir à tout le monde en fait, parce que j'étais là, putain, moi je suis coincée ici. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire que je ne peux pas faire, parce que alors que j'ai 17 ans, que je devrais être en train de sortir avec mes copines, et il faut quelqu'un pour rester. C'est parce qu'il vous avait donné de l'argent. Parce qu'en fait, si vous avez rien donné du tout à aucune de vous trois,
Ouais. Il se- Je me serais j'en aurais voulu quand même à tout le monde parce qu'en fait, à 17 ans, t'as pas envie de s'occuper de ton relou. grand-père. Mais la question pécuniaire, en effet, est arrivée Cristalliser l'injustice. de fou, cristallisé. Et en fait, je me suis fâchée un petit peu avec une de mes cousines et ma tante le jour où mon grand-père est mort et où en fait, ma tante et ma cousine sont venues à un moment donné récupérer une radio, enfin un autoradio, là, je sais plus comment on appelle ça, une chaîne Hi-Fi. Et je me suis sentie cambriolée. Et j'étais là, d'où vous venez? Vous prenez des trucs chez WAM, c'était la chaîne de papy, ok, mais en fait, vous êtes pas occupé lui, donc peut-être vous prenez pas la chaîne IFI, peut-être moi je la prends, tu vois. Et en fait, c'est terrible, hein, j'en parle beaucoup à ma psy, c'est terrible parce que je veux pas du tout être comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé dessus aujourd'hui, il y a plus aucune rancœur, lol. En tout cas, je dis qu'il y a plus aucune rancœur. Non, en fait, il y a plus de vraie rancœur, mais parfois j'y repense et parfois ça me réénerve. Mais t'as le droit d'être en plus. Pour moi, c'est important de regarder cette colère en face. Tu vois, et de te dire, non, mais en fait, j'ai le droit d'être en colère parce que fondamentalement, je me suis occupé de lui. Ouais. Et elles ne se sont pas occupées de lui. Ouais. Et donc, quelque part, je peux comprendre que ce soit par de l'argent ou par autre chose, tu as envie d'être, valorisé, quoi. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'était un peu ce truc-là pour moi, c'était un peu le merci, quoi, les 50 000 balles. Et que du coup, ils disent merci à des meufs qui n'avaient pas fait grand-chose pour mériter merci. Mais c'était pas un merci. Tu sais. Bah non, c'était un don d'argent. Voilà. Mais voilà, exactement. C'est exactement ce qui se passe dans tout ce podcast, c'est qu'en fait, c'est juste de l'argent. C'est-à-dire que c'est une transaction. L'argent, c'est un moyen de transaction. Et en fait, nous, en tant qu'humains, on projette plein de trucs. Donc là, tu vois, tu projetais un merci. Exactement. Alors que le gars, il était juste en train de dire, bon, j'ai plein d'argent, il faut que je le file parce que après, de toute façon, ça va passer sous les fourches codines du fisc. Donc autant faire ce qu'on appelle un don de sauve-vivant. C'est ça, exactement. Et tant qu'à faire, autant donner la même somme à tous les cousines parce que dans sa tête, sans aucun doute, pour lui, c'était une forme d'équité. Alors non, même pas. Et c'est là que j'en veux à ma mère. Ah. C'est que c'est ma mère qui lui a dit, si tu donnes de l'argent à Kalindi, tu donnes de l'argent à ses cousines. Et j'étais là, mais tu pouvais pas te taire et genre je pouvais prendre 150 000 balles. Mais t'as fait quoi de ces 50 000 euros? Ils sont toujours sur mon compte en banque qui est en train de prospérer. J'en ai placé un petit peu. Quand même, tu vois, comme j'occupe un peu ouais. J'ai mis 15 000 euros en actions. Ah ouais. Donc tu t'en as occupé? Pas moi, mais un banquier que j'ai payé pour le faire à ma place. Donc, une fois par an, je vais voir mon banquier, je lui dis il est où l'argent? Il me dit il est à peu près là. Et comme je comprends rien et que je m'en fous, il me fait des dessins à base de bourses avec des dollars pour m'expliquer les transactions parce que j'en ai rien à secouer. La vérité aussi, c'est que c'est terrible. Et mon mec me le dit souvent, il me dit c'est fou, Cal, je n'ai jamais vu quelqu'un qui disait autant se foutre de l'argent et pour qui c'était autant un sujet. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en soi, je m'en fous de comment je le dépense. Parfois, je perds de l'argent bêtement, je me fais voler. Mais tu le repousses, Cal. Donc en fait, t'es fasciné et en même temps, t'as envie d'en avoir. Exact. Ah oui, ça, j'ai envie d'en avoir, ça c'est sûr. Bah oui. Mais donc, dis pas que tu t'en fous. Bah ouais, non, ce que je veux dire, c'est que je m'en fous quand, tu vois, par exemple, là, j'ai eu un médium pendant un mois, je l'ai payé. Cette phrase. Je l'ai payé trop cher. J'en ai pas grand chose à foutre, tu vois. C'est pas très grave. Qu'est-ce qui fait que t'assumes pas de vouloir gagner de l'argent? Après, dans mon discours, j'ai toujours eu l'impression de dire que je voulais gagner de l'argent, notamment parce que, tu vois, mon premier souhait quand j'étais adolescente, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, genre j'avais 12-13 ans, je disais, quand j'aurai 21 ans, je serai riche, j'habiterai en Thaïlande, je porterai un maillot de bain rouge, et c'est très précis, et j'aurai un labrador noir que je laisserai à une femme qui s'occuperait de mon labrador noir quand je serai en déplacement, etc. Vision board incroyable. Tu peux demander à toutes mes meilleures copines de quand j'étais petite, c'est vraiment, je disais ça tout le temps. Et je disais, et j'aurais un mari super riche, et j'avais projeté de le tuer si un jour je suis accusée d'assassinat, les gens vont écouter ce podcast et vont s'en servir comme preuve. C'est terrible. Mais j'avais prévu d'assassiner mon mari très riche en le butant avec un gigot congelé puis en mangeant le gigot. Et j'avais lu ça, je sais plus, dans un Agatha Christie ou un truc, tu vois. Et je m'étais vraiment dit, waouh, super ingénieux. Donc, j'avais même Donc j'avais même prévu, tu vois, d'avoir un mari très riche et de l'assassiner. Donc non, j'ai toujours dit et j'ai toujours envoyé à l'univers. Mais c'est pas pareil de vivre sur l'argent de quelqu'un d'autre et de gagner son propre argent. Bah, je pense que tout ça, ça vient du fait que, en effet, tu vois, tu l'as dit, ça a un rapport à ta valeur et je pense que je n'ai pas encore l'impression de mériter de gagner des milliers et des cents. Et
et en fait, encore une fois, c'est vraiment très contradictoire et paradoxal. C'est-à-dire que il y a des fois où je reçois une proposition de travail et je suis choquée par combien c'est trop peu. Et je suis là, c'est choquant. Donnez-moi beaucoup plus d'argent. Enfin, vous vous rendez compte? Et des fois où j'ai l'impression de pas mériter ce qu'on me donne. Mais tu vois, tu parlais des cadeaux tout à l'heure. J'ai de moins en moins de mal à gagner correctement ma vie et à faire des belles factures. On en a parlé une fois, j'ai fait une facture à Je un dis plus client. gagner, je veux dire que tous les gens arrêtent de dire gagner ma vie. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Gagner Pourquoi de l'argent. Parce qu'en fait, oui, gagner ma vie, ça veut dire que si t'arrêtes, et c'est merci Christian Junot de m'avoir mis le truc la puce à l'oreille, parce que c'est vraiment un vrai truc. Cette expression, elle est terrible, parce qu'en fait, c'est si demain t'as plus d'argent, ça veut dire que tu perds ta vie. C'est terrible, j'avoue. Alors que non. Tu peux T'as très grave bien raison. ne plus avoir d'argent et être très heureux dans ta vie. Eh ben, j'y pense. Intéressant, hein. C'est très intéressant. Donc à chaque fois Je vais que peut-être quelqu'un... le mettre à Christian Junot, il s'appelle? Ouais, mets-toi, histoire d'argent, tu vas voir. Il y a plein de... Ouais, non, mais ouais. En fait, je t'avoue, j'avais pas écouté parce que Ouais, ça m'angoisse trop. Je t'avais demandé de l'écouter, mais bien J'écoute sûr. le Fab et Mimi Show tout le temps, mais rien à voir. l'histoire d'argent, en fait, ça m'angoisse. Mais tu sais, vraiment, Ça t'angoisse. ouais, ça m'angoisse. Les histoires d'argent. Mais merci d'être là, alors. Bah, en vrai, tu vois, ça fait longtemps que tu me dis et que bon, on fait pas et tout. Et T'es venu un peu... Tu t'es senti obligé de venir? non, j'étais contente de venir parce que ça va mieux en fait, Ok. tout simplement. Mais tu vois là, c'est con, mais d'avoir parlé moi, ça me décoince pour me dire que je vais écouter les autres et notamment le tien et celui de Mimi qui m'intéresse particulièrement. Mais donc t'as raison, gagner mon argent. Donc voilà, il y a ce paradoxe, ça va de mieux en mieux le fait que je puisse facturer correctement à mes clients. Et je t'ai dit la dernière fois, j'ai facturé un client un peu trop et genre le client m'a dit ça va pas ou quoi. Et après j'étais là ah pardon, je me suis trompée. Alors qu'en fait je m'étais pas du tout trompée. C'est juste que j'avais essayé et que on m'avait dit non, tu vois. T'as dit que tu t'étais trompé. J'ai dit ah pardon, j'avais pas compris. Je croyais que vous me demandiez plus que ça. Pardon, j'ai mis un 7 au lieu d'un 3. Ouais, exactement ce qui s'est passé en fait. Mais presque à ces chiffres-là, tu vois. Et du coup, le client m'appelle et me dit n'importe quoi. Enfin, on va pas du tout te donner ça pour ça. Enfin, ça va pas du tout avec ce que tu vas faire. Et j'ai dit ah oui, pardon. Et alors que j'aurais du stand-up peut-être pour. T'aurais pu dire. En fait, c'est mon agent qui m'a dit de facturer cette somme-là, tu vois. Bah ouais. Et j'ai dit du coup bah c'est. Mais pourquoi c'est ton agent? C'est pas ton agent qui gère à ce moment-là? Parce que mon agent a autre chose à foutre que de gérer mes petits contrats avec des médias, tu vois. D'accord, Enfin, c'est ton vraiment. agent qui t'a soufflé. Parfois, j'appelle mon agent pour te dire combien tu penses que je devrais facturer, tu vois. Mais c'est pas elle qui gère d'envoyer. Voilà. Ça, c'est juste pour me conseiller, quoi. Et donc ça, mais ce que t'aurais pu faire, c'est dire bah ok, en fait, entre le prix que t'as demandé et le prix qu'il te proposait, bah faire au milieu. Ouais. Et voir j'ai pas eu les burnes, tu vois. Ouais. Bah, mais genre, je t'en parlais quand on a bouffé des sushis, c'était ce bail-là, là. Et bah ça, j'ai du taf à faire pour dire en fait, c'est une négo, quoi. Vraiment. Donc, peut-être avant de dire, pardon, je suis une grosse merde, il y avait le truc de dire, ah ouais, bah vous pensez, ok, bah peut-être que on peut trouver un terrain d'entente au milieu, voilà quoi, avec des arguments évidemment que là j'ai pas, mais que j'aurais pu avoir si j'avais réfléchi. Après, le tip, ce qui est intéressant, c'est quoi ton budget? Et de ce fait-là, t'arrives et toi, tu sais à peu près là où la personne veut te caler. Et si tu veux demander plus, bah ça devient une négo. Ouais, c'est ça. Mais pourtant, tu vois, regarde, rappelle-toi, je sais pas si on a le droit d'en parler, mais moi, je fais partie des meufs chez Mademoiselle qui, je t'ai quand même cassé les pieds avec l'argent. De ouf. Et tu vois, mine de rien, ça veut dire que j'en veux. Je suis venue plusieurs fois te dire, je veux plus d'argent. Et puis finalement, j'ai fini par prendre un autre poste qui m'a fait gagner plus d'argent que je voulais pas faire au début. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que j'avais besoin de gagner plus d'argent. Et parce que t'étais doué pour le faire. Et finalement, qui m'a servi de fou. C'est pas, je t'ai pas juste filé ce poste en disant, allez ta gueule, c'est bon. Oui, c'est vrai, parce que pour clarifier pour les auditeurs, avant j'étais simple journaliste et à un moment donné, tu m'as proposé de continuer à garder un pied dans la rédaction, mais aussi de prendre en charge les partenariats cinéma. Voilà. Donc tu générais de l'argent. Exactement. Donc moi, ça me dérangeait pas de te refiler sur cet argent généré une partie de cet argent. C'est ça. Voilà. Donc je suis venue. J'étais sûr et certain que t'étais doué. Ouh, ça c'est encore une autre affaire parce que je suis vraiment pas certaine d'être douée pour ça, mais je pense qu'en tout cas j'étais pas trop nulle, on va dire ça comme ça. Mais il y a des choses pour lesquelles je suis douée dans la vie, je suis pas sûre que ce soit particulièrement ça. Mais mais tu vois, encore une fois, je suis en train de le faire, je suis en train de me déprécier par rapport à ce que toi t'es en train de me faire un compliment, je te dis non, c'est pas vrai. Essaie de recevoir pour voir. Exactement, je vais essayer de le faire. Et tu vois, là, je disais à mes copines ce midi, je disais, bah voilà, je vais signer mon premier roman, c'est
un énorme step dans ma vie. C'est un énorme step pour moi de fierté. Bien sûr. Et je l'ai dit un peu, genre au début, je voulais faire un grand effet d'annonce. Et en fait, je l'ai dit en m'excusant un peu parce que j'étais gênée à ce moment-là. Tu me l'as amené là quand on était en train de quand j'étais en train de tu me l'as amené comme si t'étais en train de me dire bon bah après je vais chez le coiffeur quoi. Alors que c'est un déjà non parce que je reviens de chez le coiffeur déjà. Mais... c'est un truc dont on parle depuis des années. Bah ouais, c'est clair. Mais je pense que c'est pour ça, c'est parce que c'est tellement important pour moi que ça peut pas. Oublie pas de profiter. Bah voilà, ça je ne sais pas faire. Et c'est encore une fois paradoxal avec ce que je t'ai dit sur j'ai besoin de kiffer tout le temps, dépenser mon argent, mais je ne sais pas exister dans le présent. Ça c'est un énorme truc que je bosse en thérapie, pas en thérapie mais en analyse pardon, mais c'est un énorme truc, je ne sais pas. T'as un bouquin de Mourad Winter. Je ne sais pas profiter vraiment, tu vois. Là, j'ai eu la bonne nouvelle. Bon, bah, je suis dans le step d'après. De me dire, ah putain, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire après. Je suis pas dans le putain, mais kiffe le moment. Et je pense que l'argent, c'est peut-être, tiens, on met peut-être sur c'est peut-être le seul truc d'immédiateté que j'arrive à faire. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. C'est qu'en fait, pour moi, c'est un moyen simple de te faire plaisir. En tout cas, c'est un truc que tu projettes. Exactement. Tu te dis, dépenser de l'argent, c'est une façon simple de me faire plaisir. Exact. Et immédiate surtout. Et ça, c'est très important. Alors qu'il y a... En vrai, il y a 1000 façons de se faire plaisir. J'imagine que quand t'es chez toi, dans ta maison... J'en sais quelque chose, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet. Dans le Perche... Bien sûr, tu parles du cul, hein. Mais en fait, il y a plein de façons aussi de kiffer, de t'apporter de la joie dans la vie quotidienne. Bien sûr, Fabrice, quand je me réveille le matin et que je marche pieds nus sur ma pelouse, qu'est-ce que je suis ravie. Non, mais... Non mais bien sûr, et je le sais, tu vois, moi je suis sportive, donc je prends du plaisir comme ça, je prends du plaisir en lisant, je prends du plaisir en allant au cinéma. Il y a plein de choses, bon, il faut payer pour aller au cinéma, mais je veux dire, il y a plein de choses qui me font, voilà. Mais alors non, mais on a touché un truc, pour ça j'appuie un petit peu dessus, mais par exemple, dans mon travail actuel, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a aucune immédiateté. À part le podcast, qui est le seul truc où voilà, on enregistre un épisode, quelques jours après il sort, on nous envoie des messages pour nous dire que c'est chambé et tout, c'est quasi immédiat. Sinon, dans tous mes projets à long terme, c'est des trucs qui sont tellement sur la longue traîne, il n'existe tellement pas d'immédiateté, donc tellement pas de bonbons, tellement pas de récompense immédiate. Pas de like automatique. Exactement. Comme sur Instagram. Et on vit dans cette époque-là, tu vois. Ce qui fait que c'est terriblement difficile à vivre pour moi qui suis quelqu'un qui a besoin d'être récompensé. Et je le vois, hein, ça c'est un truc que j'ai vachement retenu de mon père. Mon père, il avait un tout petit problème d'alcool. Et je dis tout petit parce que c'était pas un gros, et c'est véritable, tu vois. C'est pas quelqu'un qui picolait la journée, etc. Mais c'est vrai qu'il pouvait pas passer une soirée sans boire au moins 2 bières fraîches. C'était son kiff. Et c'est pas tant que c'était un problème, c'était que juste pour lui, il avait associé la fin du labeur au plaisir de la bière. Ouais. Et donc, voilà. Et ça fait une addiction. Ça fait une addiction. Et moi, je suis addict à la récompense immédiate. Et c'est un truc sur lequel je bosse encore une fois énormément en thérapie, d'apprendre à laisser le temps et que c'est pas grave si la récompense vient dans des années. Et voilà. Et donc, en effet. Arrête de dire ça comme. Arrête de dire ça pour le dire. Oui, c'est vrai. Tu le dis sans le penser vraiment. Et tu vois, en effet, et donc c'est vrai que dans ma vie, mais je viens de le découvrir là, hein, c'est intéressant de faire ça du coup. Oui. Dépenser de l'argent, c'est peut-être la seule prise sur la dimension immédiate. Enfin, c'est la seule prise sur l'immédiateté de ma vie, quoi, tu vois. Donc voilà, on a résolu le problème. C'est bon, j'ai pas besoin d'aller chez ma psy après. Je t'enverrai la facture. En fait, l'autre truc dont je voulais parler, c'est que moi, ma psy m'avait filé un compteur. En me disant, en fait, quand tu kiffes un truc, quand tu kiffes, tu sais, vraiment un vrai compteur, comme dans les avions, comme pour les avions, par exemple, ta daronne. Et en fait, c'est au tout début de ma thérapie. Elle m'a dit, en fait, t'es tellement coupé de toutes tes émotions, on va faire en sorte de te remettre dans le moment. Et en fait, elle m'avait filé un compteur. J'en ai fait une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Et elle m'a dit, en fait, à chaque fois que tu passes un bon moment, tu vas cliquer. Et on a parlé dans le Fab et Mimi Show d'ailleurs. C'est une excellente idée. Et en fait, pendant 15 jours, elle m'a laissé ce compteur. Et en fait, à chaque fois, tu vois, il se passait un truc cool chez Mad. Je cliquais. Putain, en fait, ça m'activait en fait juste. Putain, je suis en train de kiffer. Clic.
putain, je suis en train de kiffer. Mais peu importe ce que c'était, hein, ça pouvait être, je voyais un rayon de soleil par la fenêtre, j'étais là, putain, c'est cool. Putain, Clic. qu'il est romantique, Boum. mon Fab. Ouais, parce que ça, oui, bien sûr aussi. Ou alors, je sais pas, j'avais une discussion intéressante avec quelqu'un qui me nourrissait, tu vois, clic. Et en fait, au bout de 15 jours, elle me dit alors comment ça s'est passé, tes clics et tout. Je dis ah bah super, écoute, j'ai pas mal cliqué, c'est cool. En fait, elle le prend, je le pose sur le bureau, elle me le reprend. Et je me dis oh putain, elle est en train de m'enlever mon compteur, enfin tu vois mon compteur à kiff quoi finalement. Et en fait trop bien parce que je me suis rendu compte que simplement j'en avais plus besoin. C'était dans ma tête. Donc aujourd'hui je clique. Putain, Voilà. bah écoute. Bah, si tu T'en suivais as un pas peu un, là bah, j'en ai refilé un Mimi parce que justement Mimi elle est en dep en ce moment donc je lui ai filé mais j'en avais un mais Mais en dette, Mimi, merde. Mimi elle est un peu dans le dur mais peu importe c'est pas ça, Ok. ça va mais ouais c'est hyper basique et ça fonctionne mais du feu de Dieu. Pour Enfin, t'ancrer un petit peu, te faire réaliser. c'est hyper basique tu vois c'est juste tu fais cliquer tu cliques une fois et après tu cliques dans ton cerveau quoi. Bah, c'est une super idée. Je vous le file là. Je t'enverrai une petite vidéo là. Bah, avec Si plaisir. tu suivais un peu plus mon travail, tu l'aurais vu depuis des années, mais bon. T'es gonflé, Fabrice. J'ai écouté votre dernier épisode il y a 2 semaines et tout. Et je crois qu'on en parle dans l'épisode qui est sorti hier au moment où on enregistre. Ah bah écoutez, L'épisode, j'irai écouter. Épisode 7, n'est-ce pas? Je sais tout, je sais que t'aimes bien Nicolas Bedos, hein, tu vois. J'apprends tellement de choses sur toi, Fabrice. J'adore Nicolas. Non, c'est faux, c'est pas j'adore Nicolas Bedos, Son j'adore travail, le ouais. travail. J'ai un problème avec Je lui. comprends, La Belle Époque, c'est un très beau film. C'est vrai, hein. Et j'ai revu Monsieur et Madame Adelman. Incroyable. Moi, j'ai envie de me défenestrer ce film, et me sidère parce que je le trouve mi-super, mi-insupportable. Mm. Donc, voilà. Bah oui. Mais bon, je crois que c'est pas le bon podcast, mais vraiment, le podcast, on raconte un peu ce qu'on veut finalement. Ah bah oui, c'est le concept du podcast. Mais c'est vraiment une super idée parce que c'est quelque chose de très difficile pour moi de réussir à kiffer et donc je vais essayer ça dès Et tu demain. sais, je tu pense. peux même le faire avec le fait de pas dépenser d'argent ou avec le fait de faire en sorte de recevoir les compliments. C'est-à-dire que juste quand t'as quelqu'un qui te donne un compliment, ouvre-toi à ce truc-là et juste parce que là, j'imagine que tu vas dire à plein de gens. Ouais. Putain, c'est cool, je vais signer mon premier deal et tout. Et plutôt que de le recevoir de façon, en tout cas de le dire de façon nulle et de le recevoir après de façon totalement nulle, parce que moi tu m'as pris au dépourvu, bah en fait, forcément, la façon dont tu le dis va aussi t'inciter à recevoir. Ou Alors pas. ça, c'est aussi, tu sais, moi, j'avais prévu des grands effets d'annonce. Hein. Ce qui fait que, par exemple, samedi soir, je suis avec des amis et j'ouvre le champagne et je dis, voilà, des signaux. Et tout le monde m'a dit, ah, bah c'est super, Cal Bravo. Parce que les gens, ils en entendent tellement parler qu'ils sont même plus tant surpris, tu vois, parce qu'ils savaient qu'on était déjà dans des bails avec un autre éditeur pour potentiellement, enfin, tu vois, qu'il y avait déjà des bails, les gens lisaient, etc. Et du coup, ils étaient là, bah chambé, bah Trincon, bravo Cal. Mais c'était pas ce que j'imaginais. Waouh, putain, génial. Parce qu'en fait, les gens, ils sont dans leur vie, ils savent pas combien c'est. Ouais. Enfin, ils se doutent, mais c'est pour moi que c'est incroyable en vrai. Et il faut surtout que j'arrête d'attendre après les autres. Et c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, tu sais quoi, maintenant tu le dis normal parce que t'attends pas à ce que les gens ils te fassent la fête à chaque fois, ils ont leur life, ils ont autre chose à foutre, tu vois, puis ça fait suffisamment longtemps que tu les fais chier avec cette affaire. Donc peut-être dis-leur voilà, c'est cool, ça sort enfin et puis on boira du champagne le jour du lancement, tu vois. Mais mais je pense qu'aussi je me prévaux, enfin je préviens le fait que potentiellement les gens n'auront pas la réaction que j'attends d'eux. Ah yes. En minimisant moi les effets d'annonce, etc. Parce que j'ai tellement peur d'être déçue par les autres. Ça, c'est mon truc de l'abandon et tout. Enfin, j'ai tellement peur de me rendre compte qu'en fait, les gens trouvent que ce que je fais, c'est pas ouf. Et puis après, ils se disent, bon, bah, en fait, elle est naze. Viens, on s'en va pour toujours et on la hait. Et on monte un club de gens qui la haïssent. Donc, voilà, j'ai peur que ce soit ça in fine si j'attends trop après les autres. Donc, je me protège un peu de ça. Mais ça t'empêche aussi de recevoir Bien sûr. les compliments. Bien sûr, bien sûr. Il y a encore du boulot, quoi, globalement. Ouais. Ouais. Il y a du boulot, mais ça, enfin moi, ça fait 1 an et demi là que je suis en analyse. J'ai vu toutes sortes de psy avant, mais je crois que l'analyse c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Et puis surtout j'ai trouvé l'analyste qui me fallait. Et avec Hélène, on fait un travail absolument formidable. Bon là, j'essaye de devenir sa patiente préférée depuis 2 mois, puisqu'elle m'a dit bêtement une fois, elle m'a dit. Vous savez, il y a un livre excellent qui s'appelle Mon patient préféré, où c'est plein d'analystes qui parlent de leur patient préféré. Et j'étais là, ça veut dire que vous avez une cliente préférée? Est-ce que c'est moi ou pas? Et donc depuis, là, je suis en quête perpétuelle. Bah oui. Voilà. C'est ce qu'on appelle le transfert. Hein. Évidemment, je sais, je suis en full dedans là. C'est un grand classique. Mais ça fait 1 an et demi que ce transfert dure, donc j'en ai un peu ras le cul, quoi.
C'est-à-dire que là, j'ai envie d'inviter à Noël, enfin, tu vois. Ouais, donc, mais c'est aussi le lien qui permet de pouvoir se soigner. Hein, finalement. Exactement. Donc On ne c'est bien. cessera jamais assez de dire aux gens d'aller en analyse ou en thérapie ou en ce qu'ils veulent, quoi. En tout cas, bravo d'avoir réussi à couper le cordon ombilical avec ta maman. En tout cas, le cordon financier, si j'ai Ouais. bien compris. Tout à fait. Parce que j'ai l'impression que ça t'a aidé à revenir. Tu sais, moi, j'ai des gens qui viennent dans mon podcast et qui me racontent que leurs darons ont des procurations depuis des années, qu'ils ont peur d'aller voir leurs parents en disant en fait, moi, j'aimerais bien couper ça maintenant. Ou alors sans se rendre compte de finalement la toxicité qu'il peut y avoir à 30 piges de toujours avoir tes darons qui sont en train de regarder tes comptes, quoi. Mais bien sûr, c'est Parce que toi, c'était encore autre chose, hein. C'est-à-dire que tu pouvais aussi voir ce que ta mère dépensait. Oui, complètement. Et en plus, ma mère s'en servait souvent. Elle me disait, tu vois que tu dépenses plus que moi je ne dépense alors que tu gagnes 3 fois moins. C'est quand même bizarre. Donc, tu vois, il y a ce truc insidieux de elle avait quand même le truc de me montrer que elle arrivait à dépenser correctement, à gérer correctement sa thune, que moi, à contrario, c'était une catastrophe. Ouais. Et non, mais ça, et tu sais, les réverbérations de ce coupage de cordon financier s'en sont retrouvées partout ailleurs, quoi, tu vois. Je me sens je me sens fière de moi. Bah ouais. Je me sens fière de moi. Tu vois, quand je dis à ma mère, bah là, j'attends un bon cachet, et j'ai dit à ma mère combien j'attendais, tu vois, et j'étais fière de lui annoncer, sans qu'elle ait besoin d'aller vérifier derrière que, en ce moment, j'arrivais à gérer ma thune, etc. Et en fait, ma psy avait complètement raison. C'était que plein de mes problèmes avec ma mère venaient de ce truc-là, quoi, venaient du fait qu'on n'avait pas coupé le cordon. Et ce que je disais au début, et j'avais pas fini cette histoire, mais ce que je disais, c'est que parfois, je vais dormir chez ma mère et que 2 jours après, quand je repars, j'ouvre mon porte-monnaie, il y a 200 balles dedans, tu vois. Alors bon, et parfois je l'appelle, je lui dis, maman, arrête de me donner de l'argent. Elle me dit, oh, écoute, je sais pas quoi en faire. Donc, c'est vrai. Putain, c'est vraiment ambigu, hein. Elle me dit, écoute, je sais pas quoi faire. Tu sais, t'es ma seule fille. Si je te donne pas de l'argent à toi, j'en donne à qui? Bah, garde-le, tu vois, au pire. Mais elle me dit, oui, mais moi, j'en ai assez. Je sais plus quoi faire de mon argent. Donc, voilà. Et moi, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet de me faire un petit plaisir. De me faire un resto, de m'offrir une fringue, ou surtout pas de mettre de côté évidemment, ou de m'acheter une cartouche de clope, tu vois, un truc vraiment fun. Mais je sais que c'est pas simple parce que je lui ai dit, comment tu veux que j'ai vraiment la valeur de l'argent si tu continues à m'en donner dès que je suis en dèche, ou même quand j'en ai pas besoin, tu m'en donnes même quand j'en ai pas besoin. Et tu vois, là à Noël, on s'est dit, on se fait des cadeaux raisonnables. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'offre un lit. C'est pas raisonnable, ça vaut 2000 balles, tu vois. Et quand je dis un cadeau raisonnable, moi j'ai acheté une tasse chez Monoprix Déco, tu vois. Et du coup, moi je culpabilise, je suis là, putain, mais merde, j'aurais dû lui offrir un vrai beau cadeau. Enfin bon, bref, l'argent, voilà quoi. Donc, c'est plutôt elle c'est son problème à elle aussi, tu vois. Elle joue pas le jeu. Ah oui, ça c'est sûr. Après, faut être capable de recevoir. Oui, exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. J'ai commencé ça et j'ai oublié de finir. Je te disais, je commence à avoir, ça va mieux dans le sens où je peux recevoir des plus gros, où on me paye des plus grosses factures. Et à contrario, j'ai toujours du mal avec le don. Ma mère m'a fait un don aussi pour que je puisse acheter la maison sans passer par une banque. Je me sens redevable. Alors que je sais que c'est un don. Un don par essence n'appelle pas de retour, tu vois. Tu te sens redevable de ta mère? Mais complètement. Mais complètement. Évidemment, c'est grâce à... En fait, j'aurais aimé pouvoir me dire, cette maison, je l'ai achetée grâce à moi. Non, je l'ai achetée grâce à ma mère et mon père qui est mort. Je l'ai pas achetée grâce à mon travail. Mais en même temps, c'est aussi à cause d'elle, quelque part, que t'es ici. Exactement. Mais c'est ce que je me dis tout le temps, tu vois. Ça dépend. C'est ce que je me dis tout le temps. Merci, t'as commencé par dire à cause plutôt que grâce. Bien sûr. Mais... Parce que c'est aussi c'est complexe la vie, quoi, tu vois. Ça, c'est sûr. Donc non, mais je sais qu'il faut... Et ça, j'en parle aussi beaucoup avec ma psy qui me dit, mais c'est un don. Ça n'appelle rien en retour. Bah oui. Donc il faut que vous acceptiez que cette maison, elle vous appartient, même si c'est pas vous qui avez... Alors j'ai mis de l'argent que j'ai gagné moi déjà, évidemment. Mais il y a aussi une partie que ma mère m'a donnée. Et donc il faut que j'apprenne à dire c'est ma maison. Et ma mère le fait super bien. D'ailleurs, elle dit toujours c'est ta maison. Jamais c'est notre maison. C'est toujours c'est ta maison. C'est la maison de Kalindi et Amaury. Enfin, tu vois, toujours.
Elle Oui, ne se met jamais dans le lot. Oui, c'est ça. Elle vient pas dire, dis donc. Jamais. Quand elle demande quand est-ce qu'on va faire les travaux, elle n'intervient à aucun moment. Et ça, c'est cool parce qu'au début, j'avais peur qu'elle vienne un petit peu en mode grand Manitou. Comme j'ai investi, je veux avoir un peu la main mise. J'avais peur de ça. C'était mal connaître ma mère. Elle a vraiment pas des velléités de cet ordre-là. Donc au final, ça se passe très bien. Et Amaury et moi, on est indépendants sur tout ce qui concerne la maison. Donc c'est super. Mais c'est quelque chose qui revient très souvent, tu vois, c'est aussi de me dire moi je suis propriétaire à 31 ans d'une maison que j'ai pu acheter grâce notamment à ma maman et mon père qui était tellement obsédé par l'idée de propriété, de pouvoir avoir sa petite maison, et moi je me suis toujours dit, j'ai joué au loto pendant des années et à chaque fois que j'allais acheter un paquet de clopes, ce qui était quand même très régulier, j'achetais soit un loto, soit un euro-million, soit un jeu à gratter. Et mon premier truc que je me disais, c'est si jamais un jour je gagne, j'achète une maison à mon papa. Ça n'a jamais été pour moi, jamais. Hein. Il y avait 2 souhaits. C'était j'achète une maison à mon papa et j'imaginais, mon père était fan des Pyrénées. J'imaginais qu'un jour, je lui aurais dit, écoute, papa, viens, on se fait un week-end tous les 2 dans les Pyrénées. Et je lui dirais, bah, tiens, j'ai un pote qui m'a prêté sa baraque. Et on aurait ouvert la baraque et il m'aurait dit, putain, mais c'est un gosse de riche, ton pote. Et je lui aurais dit, bah, tiens, papa, c'est tes clés, c'est ta maison et ta retraite, elle est assurée, c'est chez toi, t'as plus jamais à t'en faire, tu vois. C'était vraiment ma volonté pour mon papa. Et la deuxième volonté avec l'argent que j'aurais gagné au loto, c'était de faire construire des abreuvoirs pour les chiens l'île Maurice où tous les chiens crèvent de soif. Et je ne peux pas supporter ça. Et c'est un projet que j'avais aussi avec mon père. On avait dit ça quand on joue ensemble au loto ou à l'euro-million. Et tu vois, d'aujourd'hui à 31 ans, habiter une maison qui est une maison bourgeoise dans une commune bourgeoise, etc. Et de pas pouvoir faire kiffer mon papa, c'est un truc qui me brise souvent le cœur. Et c'est un truc sur lequel je bosse aussi beaucoup, de me dire j'ai mérité cette maison, j'ai le droit, même si mon père lui n'a pas eu la chance d'avoir ce que moi j'ai, même beaucoup plus vieux. Donc ça, je bosse beaucoup là-dessus aussi, quoi. Eh ben. Ouais. Et tu sais quoi, tu vas, si ça tombe, vendre des palettes entières de ton roman. J'espère. Et tu vas pouvoir aller installer des abreuvoirs pour les chiens. Ouais, bah je commence déjà à regarder là, vu que j'ai encore un petit peu d'argent de côté, avec c'est de l'argent de mon grand-père et tout. Je suis en train de voir pour acheter un petit terrain à l'île Maurice pour faire un refuge pour les animaux avec des abreuvoirs et tout. C'était vraiment un rêve qu'on avait avec mon papa, et là d'être revenu de l'île Maurice et d'avoir encore pas pu passer des vacances sereines parce qu'en fait je supporte pas de voir les animaux. Enfin, j'ai une empathie pour les animaux qui est infernale, et les chiens et les chats, de les voir dans cet état et que tout le monde s'en fiche, ça me tue. Et là on a commencé à regarder avec Amaury pour faire les démarches pour acheter un petit truc et tout, et trouver quelqu'un pour s'en occuper, machin. Donc c'est un projet pas l'année prochaine sans doute, mais dans 2-3 ans, voilà quoi. Bah voilà, une bonne façon, une bonne motivation pour économiser un peu ton argent. Carrément. Mais ouais, et en effet, je pense que faire le bien entre guillemets avec mon argent, c'était un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc je me suis toujours un peu dédouanée de dépenser pour moi en dépensant pour des assos. J'ai toujours beaucoup donné à des assos. Depuis que je suis gamine, ma mère me fait parrainer toutes sortes d'animaux du Grand Bleu. J'ai vraiment parrainé 800 baleines et 600 dauphins, tu vois. Mais mais je pense que quelque part j'achète aussi ma santé mentale. Enfin, j'achète aussi le fait de ne pas trop culpabiliser, de dépenser de l'argent en achetant des fringues dans la fast fashion. Tu vois, il y a tout ce rapport fucké de bah ouais, moi j'estime faire plein d'efforts, plein de petits gestes comme je peux avec mes petites armes pour la planète. Et puis déjà, j'ai pas de bagnole. J'ai même pas mon permis. J'ai toujours donné aux assos en me disant bon bah comme ça je peux m'acheter un manteau chez Zara. Enfin tu vois, il y a ce truc, l'argent aussi, ça te permet de laver ta conscience, et à la fois tu sais que tu l'as pas vraiment lavé. En tout cas, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent sale de conscience, tu vois. Donc enfin c'est fou combien c'est ce que je te dis. Moi, mon mec, tout le temps, il me dit Cal, tu parles tout le temps de fric. Tout le temps. Et bah, t'es mûr pour écouter ce podcast. Et complètement. Donc écoute, tu vois, j'ai 30 minutes de métro là en allant chez C'est intéressant que t'en avais peur, parce que pour moi, t'es pile poil dedans. Ouais. Bon, bah super. You are fine. Merci Cal. C'est fini ? Bah écoute, ouais, puis en plus il faut que tu y ailles. Ouais, c'est vrai. Donc on refera un épisode, si tu veux, on fait. Mais dans tu un sais, an, moi j'adore parler. Hein. On fait un épisode 2, tu vois, où tu racontes un petit peu comment t'as avancé, c'est trop si bien. Les chiens boivent à Maurice, ouais. Grave. Ok, ça roule. Et puis où t'auras vendu des centaines de milliers de bouquins. Bah écoute, tout ce que je te souhaite. Moi aussi je me souhaite ça.
Lol. Mais non, tu vois, j'étais obligée de le faire. C'est terrible, je peux pas m'empêcher. Oui, Mais c'est je te dis, je bosse dessus. C'est bien. pas qu'un an et demi de thérapie. Bon, merci Fab de m'avoir accueilli dans ce podcast. J'espère que j'ai pas raconté trop de conneries. Mais non, bien sûr que non. Bon, bah super. Je mettrai des liens pour que les gens aillent t'écouter par ailleurs s'ils Sure. veulent, et puis également... N'hésitez pas aussi à vous inscrire aux ateliers Le Cas, les ateliers que je co-anime avec Mimi Hegel. Et en fait, on vous apprend, enfin c'est moi, Mimi gère la logistique et moi j'enseigne. Je vous aide à écrire la nouvelle, en tout cas le texte, l'histoire dont vous rêviez depuis que vous êtes gamin ou même que vous avez inventé la veille ou l'avant-veille. Donc l'idée c'est que vous venez aux ateliers Le Cas avec une idée d'histoire. J'insiste bien là-dessus, hein. Faut venir avec une idée parce que je peux pas avoir des idées à votre place, j'ai vraiment autre chose à foutre. Mais donc faut venir avec une idée et ça se passe tous les lundis de 19h à 21h en ligne et je vous aiguille dans la création entière de votre projet. De la conception de votre plan à la conception de votre incipit en passant par les personnages et l'excipit. Donc vous allez apprendre tout ça et rencontrer plein de gens formidables qui sont des écrivains et des auteurs en herbe. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est pas cher et c'est en ligne. Donc vous n'avez pas besoin de bouger vos culs de chez vous. Voilà. Je mettrai un lien. Top. Merci les gens Fab. puissent aller s'inscrire. Merci à toi, Cal, c'était trop bien. Moi aussi, c'était trop bien. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.